Bonjour à tous. Alors la dernière partie de ce cours, grand 3, les enjeux de transport et de mobilité. Quels sont les enjeux d'aménagement et d'insertion dans les réseaux internationaux et européens? Donc tout d'abord, il faut savoir que les politiques locales et nationales d'aménagement du territoire, elles tentent d'adapter, d'améliorer le réseau de transport aux besoins des mobilités. Elles tentent de s'adapter aux nouveaux besoins, c'est-à-dire des gens qui se déplacent de plus en plus, et il faut donc être de plus en plus performant. Quels sont les objectifs donc des politiques? C'est d'abord de moderniser, d'être toujours plus moderne, de trouver des solutions, d'entretenir. On a des réseaux qui sont déjà faits, mais ces réseaux, il ne faut pas les laisser vieillir. Donc, il faut toujours entretenir. D'où aussi l'idée de la privatisation de certaines autoroutes, parce que les politiques nationales n'étaient plus capables de financer ces entretiens. Réduire les inégalités d'accès au réseau. Donc limiter les effets tunnels, améliorer la fluidité des déplacements, ça c'est limiter les embouteillages, et puis proposer des alternatives à la voiture, puisqu'on va voir tout à l'heure que la voiture c'est ce qui pollue le plus. Donc je vous montre quelques exemples à l'échelle des aires urbaines. Et bien par exemple, à l'échelle des aires urbaines, pour réduire les inégalités d'accès au réseau, on a décidé d'insérer certains quartiers dans les réseaux de transport. Souvent, ces quartiers, ce sont les quartiers de banlieue, les quartiers qui étaient les plus enclavés. Le problème, c'est que ça coûte très très cher aux collectivités territoriales. Par exemple, le quartier Saint-Jean de Villeurbanne. Qu'est-ce qu'on peut aussi proposer dans les aires urbaines? Eh bien, on va proposer des alternatives à la voiture, et on va développer donc l'intermodalité, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser successivement plusieurs modes de transport, ou alors un endroit où une interconnexion est organisée, par exemple à Pardieu. À l'échelle nationale, je vais vous donner des exemples. Donc à l'échelle nationale, la desserte des territoires enclavés est rarement au centre des préoccupations des acteurs du transport. Tout simplement parce que ceux-là sont davantage intéressés par l'amélioration des connexions des territoires aux réseaux européens et mondiaux, comme on témoigne les connexions autoroutières, les prolongements de la SGV, les arrêts de lignes secondaires non rentables, le tunnel sous la Manche, les aéroports parisiens, etc. Quel est le but à l'échelle nationale? C'est de rester compétitif, c'est de rester bien intégré au réseau européen avec le tunnel sous la Manche, avec Fréjus et notamment avec le hub Charles de Gaulle pour rester intégré au réseau mondial. En fait, on va moderniser énormément ces lignes ultra compétitives, ultra insérées dans la mondialisation pour rester toujours plus compétitifs. On va aussi voir de nouvelles adaptations. Par exemple, à l'échelle nationale, il faut s'adapter aux besoins accrus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réduire les coûts. On a par exemple le réseau Ouigo qui s'est développé avec la SNCF, ou bien alors des lignes aériennes low cost. Je pense notamment à Ryanair, EasyJet, etc. Dans le but étant de toujours s'adapter à la mondialisation, d'intégrer davantage le territoire français. Pour intégrer ce territoire français, on est d'accord d'ouvrir et de chercher à réduire les coûts pour pouvoir être plus compétitif. L'articulation des réseaux régionaux, par contre, elle reste inégale. On va dire que globalement, la région Est et la région Nord sont plutôt bien intégrées. Tout simplement parce que l'Est est proche de la mégalopole européenne, c'est aussi proche des nombreux pays frontaliers, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, donc très bien intégré au niveau des réseaux de transport. Au nord, c'est aussi bien intégré, notamment avec, la Belgique, et puis de l'autre côté, Londres avec le tunnel sous la Manche. Par contre, à l'ouest, c'est beaucoup moins intégré, puisque de l'autre côté, il n'y a rien qui se passe, il y a l'Atlantique. Donc du coup, on a un réseau qui est beaucoup moins dense et beaucoup moins important. Même si on a fait des efforts, notamment avec la ligne Paris-Bordeaux, qui maintenant met à peu près 2 heures et quelques pour faire le trajet, et puis qu'on a quand même la voie autoroutière qui descend vers l'Espagne mais n'empêche que l'ouest est moins dense. En ce qui est des territoires d'outre-mer, eux, ils sont victimes d'isolement et d'éloignement, et l'État et les collectivités multiplient les aménagements pour assurer ce qu'on appelle la continuité territoriale, c'est-à-dire de limiter les fractures entre la métropole et les territoires d'outre-mer. Comment est-ce qu'on fait? On va parfois faire des aménagements qui sont très très coûteux, mais qui sont nécessaires, qui sont pas vraiment rentables, mais qui sont nécessaires pour que les territoires d'outre-mer ne soient pas éloignés et surtout isolés. Je pense notamment à certains aéroports, à certains ports, ou même le numérique.
On va leur mettre la couverture du haut débit. Ils font partie du plan haut débit pour pouvoir s'intégrer au niveau technologique. En parlant des réseaux numériques, eh bien les réseaux numériques, la France a connu une révolution numérique dans les années 2000, avec notamment les téléphones mobiles, Internet, et ça a eu de gros effets sur nos modes de vie et notamment sur l'organisation des mobilités, car elle permet de limiter ou de modifier les déplacements. Donc par exemple avec le télétravail, c'est-à-dire des activités professionnelles qui vont être exercées à distance grâce aux outils de la télécommunication. Avant, les gens prenaient leur voiture, allaient travailler, et maintenant ils restent chez eux pour pouvoir... ils ont la possibilité de rester chez eux pour pouvoir exercer leur activité professionnelle, ce qui évite certaines mobilités. D'autres mobilités qui ont été modifiées, des déplacements qui ont été modifiés, c'est le fait qu'on ait accès aujourd'hui à de nombreux services dématérialisés. Par exemple, l'accès à la presse en ligne fait qu'on ne va plus acheter son journal tous les matins. La téléconsultation pour les médecins fait qu'on ne se déplace plus toujours pour aller chez le médecin, notamment en milieu rural ou dans le milieu périurbain. Le commerce en ligne qui fait que les livraisons se multiplient. Donc du coup, les consommateurs se déplacent moins ou ce sont plutôt les livreurs qui viennent à eux et du coup, on a moins de déplacements. On continue avec la fracture numérique. Alors la fracture numérique, ici vous avez l'accès à la 4G selon la taille de l'agglomération. Plus une agglomération est grande, plus la population a accès à la 4G. Si on regarde ensuite Internet, vous avez ici la part des habitants n'étant éligible qu'à un Internet et à un débit inférieur à 3 mégabits. Si vous regardez, il y a certaines régions où il y a plus de 20% de la population qui ne peuvent pas avoir accès à un débit correct. Et puis par des habitants éligibles à un accès très haut débit, pareil, si vous regardez, ils sont peu nombreux. La région lyonnaise, voilà, et sinon ça commence à être limité. Donc on a une fracture numérique. Donc les réseaux numériques, ça renforce les contrastes territoriaux, plus que ça ne les atténue. Ça va créer ce qu'on appelle une fracture numérique, c'est-à-dire une inégalité d'accès aux technologies informatiques, notamment à Internet, puisque les zones de forte densité bénéficient des réseaux les plus performants, notamment la fibre optique, la 4G, alors que les zones rurales ou peu denses sont parfois des zones blanches, c'est-à-dire des territoires mal ou pas du tout connectés à un réseau de télécommunications. Et je vous ai mis ensuite les objectifs du plan très haut débit. Alors le plan très haut débit, c'est un plan qui a été mis en place par l'État pour faire en sorte que jusqu'en 2022, toute la France soit équipée correctement de la fibre. Enfin du haut débit, pardon, pas de la fibre. Donc le rôle de l'État et des collectivités s'avère donc majeur pour lutter contre ces disparités, notamment avec la mise en place du plan France très haut débit qui vise à assurer la couverture numérique de toute la France d'ici 2022. Enfin, les mobilités et le transport sont un enjeu environnemental, et ça, vous l'avez bien compris, et je pense que c'est le plus important. Le développement des mobilités, il a un impact majeur sur l'environnement. Aujourd'hui, le trafic routier participe à hauteur de 70% au réchauffement climatique par l'émission de gaz à effet de serre. Le bruit et les émissions de particules dans l'air affectent la santé des citadins. L'étalement urbain va conduire aussi à multiplier l'usage de la voiture. Et donc, il est aussi en partie responsable de la pollution, mais il est aussi responsable de ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. Qu'est-ce que c'est? C'est la construction de surfaces bâties sur un sol naturel ou agricole, entraînant une imperméabilisation des sols. Donc, plus on laisse les gens aller en périurbain parce que c'est moins cher, plus on laisse les gens construire leur maison, empiéter sur l'espace rural, plus on imperméabilise les sols, plus on crée de la pollution et plus on crée des mobilités puisque les gens qui habitent là vont forcément continuer à aller travailler en ville. Du coup, il va falloir trouver des solutions. Donc les mobilités et les solutions alternatives sont encouragées. Les villes doivent établir ce qu'on appelle un plan de déplacement urbain, PDU. Le but étant d'assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité des habitants et la protection de l'environnement et de la santé. C'est ainsi que les mobilités douces sont encouragées. Comment est-ce qu'on encourage les mobilités douces? Eh bien, on va encourager les transports en commun en site propre. On va multiplier les voies vertes, on va multiplier les pistes cyclables. On va aussi multiplier les parcs relais, c'est-à-dire vous posez votre voiture et ensuite vous prenez les transports en commun. Le but étant aussi de mettre en place des mesures qui sont plus coercitives, c'est-à-dire plus contraignantes.
pour limiter l'usage de la voiture, avec par exemple les vignettes critères. Vous avez une voiture qui pollue beaucoup, vous n'avez pas le droit de rouler certains jours dans certaines villes. Les autorisations de circulation selon les jours en fonction des plaques paires et impaires, par exemple à Paris. Le péage urbain dans certaines villes. Vous rentrez dans une ville, vous devez payer votre droit de rouler dans la ville. Et puis on vous a mis aussi, en cas de pic de pollution, les transports en commun gratuits. Le covoiturage ou le télétravail pour les espaces périurbains et ruraux seront aussi une solution. La redensification des espaces urbains, qui passe notamment par la réhabilitation des quartiers et la limitation des terrains constructibles en couronne périurbaine. Ce que j'appelle la redensification des espaces urbains, c'est le fait de ne pas s'étaler et de construire plutôt sur la hauteur. Donc on construit davantage en vertical qu'à l'horizontale. Limiter les terrains constructibles, c'est soit en donner moins, soit donner des plus petites parcelles. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, on donnait facilement 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, on a des parcelles qui font 400 à 500 mètres carrés. Pour l'avenir, on envisage aussi des véhicules autonomes et connectés qui permettront des mobilités partagées. On favorise aussi le covoiturage, on favorise aussi la mise en place de voitures électriques que vous pouvez louer pour aller faire vos courses au lieu d'utiliser votre propre voiture. L'enjeu environnemental est souvent au cœur des conflits, portant sur les projets d'aménagement, comme par exemple l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui est près de Nantes. Là, c'est vraiment un enjeu environnemental puisqu'on refuse il y a certaines personnes qui refusent un nouvel aéroport. En fait, à la base, il y en a un à Nantes, un à Rennes. Le projet, c'était d'en faire un au milieu pour réunir les deux, en faire plus gros et accueillir plus de monde. Donc, il y a des enjeux environnementaux, c'est-à-dire qu'on va être sur des terrains qui appartiennent à des agriculteurs, on va artificialiser et on va imperméabiliser les sols, et ça, de nombreuses personnes ne sont pas d'accord. Voilà, le chapitre est terminé.